On laisse passer le générique de début, le grésillement. Oui, je ferai la blague à chaque fois. D'accord? Tant que je n'aurai pas un magnifique micro de youtubeur, je ferai la blague à chaque fois. Et nous allons travailler sur la vidéo concernant Muros en Latinoamérica, et il s'agit de notre vidéo numéro 13. Le 13. Et quel magnifique effet. C'est très très beau. Et vous allez ici bien faire attention à la date, puisque c'est du travail à faire à partir du lundi 11, en fonction du temps que vous avez, des possibilités techniques que vous avez aussi, vous essayez de vous adapter. Faites le travail quand même, mais en vous adaptant. Le document reste le même, hein, la vidéo En América Latina, la desigualdad de clases está dividida por muros, et vous avez le lien ici, qui normalement va se trouver en description sous la vidéo, si j'ai bien fait mon travail. Alors, comment allons-nous travailler? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler les images pour pouvoir après mieux comprendre le texte, qui est un petit texte assez facile, mais on va pointer grâce à l'étude des images de la vidéo, on va pointer les idées importantes et acquérir du vocabulaire, ce qui est toujours intéressant. On verra aussi une ou deux méthodes de travail, histoire de se faire valoir, de se faire apprécier devant un professeur avec quelques petites astuces. L'image sur laquelle nous allons travailler, c'est celle-ci, et si vous regardez bien en bas à ce niveau-là, vous avez un minutage qui apparaît, et ça peut être intéressant parce que avant cette image-là, après cette image-là, pendant cette image-là, il peut y avoir du texte qui apparaît en rapport avec cette image, et donc qui peut vous aider, ça peut être une ressource intéressante et importante. Alors, je vous fais apparaître ici une carte de l'Amérique du Sud parce que vous allez en avoir besoin, et je vous montre aussi par là que quand on regarde une vidéo, quand on travaille sur un document, parfois, souvent, il faut se documenter sur le sujet que l'on aborde. D'accord? Donc ça, c'est un exemple, parce que la première question que je vais vous poser, et à laquelle vous n'allez pas répondre tout de suite, concerne cette carte. On va travailler de la manière suivante. Je vais vous afficher les différentes questions auxquelles vous devez répondre. Ensuite, vous ferez pause. Vous recopierez les textes sur votre cahier avec la date. Et au-dessous, vous chercherez les réponses et vous écrirez les réponses. Alors, ce n'est pas un travail que je vais relever, c'est simplement pour vous entraîner. Et vous allez voir que vous aurez probablement besoin de cette trace écrite pour comparer avec les réponses que moi je vais proposer, et peut-être en aurez-vous besoin aussi pour de la lecture à voix haute. Donc, on procède de cette manière-là. Je vous montre les différentes questions auxquelles il va falloir répondre. Je vous explique les difficultés, je vous donne quelques astuces. Vous faites pause, vous répondez par écrit, et ensuite on se retrouve pour des solutions possibles. Alors, là en bas, à droite, je vais vous mettre le vocabulaire dont vous pourriez éventuellement avoir besoin. Je le ferai apparaître au fur et à mesure. Première question. En qué país se sitúa la imagen? Alors faites très attention. Le mot imagen se termine par un N ici. Ça, sans le N, c'est du français. Avec le N, c'est de l'espagnol. Donc dans quel pays se situe l'image? Deuxième question. En qué ciudad se sitúa la imagen? Dans quelle ville se situe l'image? Et à droite, je vous ai apporté les solutions. Alors il faudra peut-être revenir un petit peu en arrière pour bien lire l'orthographe du pays, mais je vous ai quand même beaucoup facilité le travail, notamment le nom de la capitale ici, qui était écrit en tout petit, et que je vous ai mis en plus grand. Ah, qu'est-ce que je suis gentil. Oui, non, même moi, j'y crois pas. Ensuite, que representa la imagen? Alors là, en une phrase, il va falloir réussir à me résumer cette image-là de manière suffisamment complète. Peut-être, pourriez-vous utiliser le titre de la vidéo? C'est une suggestion que je vous donne. Ça serait peut-être possible, ça serait peut-être une bonne idée. Ça serait un peu une solution de facilité, mais des fois, il vaut mieux une petite solution de facilité et pas de faute. Maintenant, si vous êtes suffisamment sûr de vous, si vous avez le goût du risque, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin pour aller chercher des points, pour chercher un petit peu à faire bon effet.
Alors, je vous ai mis comme vocabulaire à droite un quartier qui se dit un barrio. Ça me semblait du vocabulaire intéressant. Être séparé, ça se dit estar separado. Alors, vous pourriez utiliser está dividida. C'est tout à fait possible. Le fait d'utiliser un vocabulaire différent ici montre au professeur que vous avez plus de vocabulaire qu'on ne pourrait croire, que vous ne vous contentez pas d'utiliser ce qui est ici. Si vous utilisez le vocabulaire qui est ici, faites attention, está dividida, c'est au féminin parce que le sujet ici, c'est la desigualdad qui est un mot féminin. Là, attention, avec ce mot-là ou avec ce mot-là, si votre sujet c'est barrio, c'est un mot masculin. Donc déjà, attention. Si vous utilisez le mot barrio au pluriel, il faudra également mettre ce mot-là au pluriel, tout comme celui-là. Et on n'oublie pas de conjuguer le verbe qui se trouve devant. Par chance, vous avez déjà un exemple de conjugaison ici pour le singulier. Et je vous ai rajouté la traduction de par, qui se dit por. Je vous rappelle l'astuce que je donne toujours. Quand vous voulez traduire par en français, vous comptez le nombre de lettres. 1, 2, 3. Et vous traduisez avec le même nombre de lettres. 1, 2, 3. C'est une astuce, ce n'est pas une règle de grammaire, mais ça vous permettra d'avoir juste dans 80% des cas, ce qui est déjà un pourcentage assez réussi. L'utilisation de pour et de par en espagnol, c'est une règle qui est un petit peu compliquée et que je ne veux pas voir pour l'instant. Question suivante. Que separa el muro? Le mur, que sépare-t-il? Qu'est-ce qu'il sépare? Et je vous ai rajouté ce vocabulaire-là en bas. J'ai mis la traduction de riche, rico, la traduction de pauvre, pobre, et j'ai rajouté plus qui se dit mas. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce vocabulaire-là. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce vocabulaire-là. Vous pouvez utiliser votre propre vocabulaire. Au contraire, ça serait très bien. Mais pour ceux qui auraient des difficultés ou qui trouvent que ce vocabulaire convient tout à fait, vous utilisez le vocabulaire en bas à droite. Question suivante. Comment sont las casas abajo? Je vous rappelle, abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda. Je répète, abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda. Donc, comment sont las casas abajo? Et là, question suivante. ¿Cómo son las casas en el fondo? Las casas en el fondo. Donc il faudra répondre la même chose avec une seule phrase. Normalement, ça devrait suffire. Si vous voulez répondre avec plus de phrases, faites-le. C'est très bien aussi. Et dernière question. ¿Cómo son las calles? Comment sont les rues? Alors, je parle des rues ici, parce que là, les rues, on n'arrive pas à les distinguer, à les reconnaître. Par contre, là, on arrive bien à voir comment elles sont faites, quelles sont leurs caractéristiques. Donc, à vous de voir. Il vous manque du vocabulaire, peut-être. Eh bien, vous allez vous débrouiller pour cette dernière question en allant chercher dans Reverso ou dans Google Traduction. Alors, par contre, ne vous amusez pas à rentrer votre phrase, une phrase complète de réponse en français et après à la traduire en espagnol. Ça n'a aucun intérêt. Il faut que vous fabriquiez vos phrases vous-même. Je ne vais pas évaluer vos réponses là. C'est un entraînement. Ça ne demande pas beaucoup de difficultés, ça ne pose pas beaucoup de problèmes, ça ne présente pas beaucoup de difficultés. Vous pouvez y arriver, vous essayez. D'accord ? De toute façon, une correction, je vais vous en donner une juste après. Donc, faites votre phrase par vous-même. Que vous alliez chercher un mot de vocabulaire qui vous manque me semble normal. Faites-le, mais vous ne devez pas le faire pour toute une phrase. D'autant plus qu'il peut y avoir des erreurs dans la traduction. Ensuite, on a vu ici, je le schématise par des petites lignes très claires, très peu foncées, vous voyez qu'on a parlé absolument de toute l'image qui se divise en 3 parties. Et quand j'utilise le verbe diviser, c'est jamais aussi bien utilisé. Donc là, nous nous sommes contentés simplement de faire une description de l'image. Nous n'avons pas encore fait d'analyse. Simplement, on s'est contenté de ça. Alors maintenant, je vais vous demander de faire pause.
de prendre vos cahiers et de mettre la date du jour. Vous recopiez les questions et vous me marquez la réponse au-dessous, hein, en prenant votre temps. Vous pouvez le faire en plusieurs fois si vous voulez. Encore une fois, c'est vous qui vous organisez. Vous pouvez décider de faire ces 3 questions aujourd'hui et de faire les 4 autres questions le lendemain. Hein, c'est tout à fait possible, c'est à vous de vous organiser. Alors, faites pause maintenant, ne regardez pas la suite de la vidéo, parce que la suite de la vidéo, je vais proposer des solutions. J'ai bien dit des solutions, je n'ai pas dit les solutions, parce qu'il existe plusieurs solutions différentes pour dire à peu près la même chose, à peu près la même idée. Donc maintenant, pause, et tranquillement, vous vous mettez au travail. Bien, alors maintenant que vous voilà de retour, on va voir un petit peu les réponses possibles aux questions que je vous ai posées, et après on verra un petit exercice de lecture dialoguée à voix haute. Alors j'avais demandé en qué país se sitúa la imagen, et je vous propose comme réponse la imagen se sitúa en Perú. Ah, je constate que j'ai fait une erreur ici. Malheureusement, je ne vais pas arrêter mon enregistrement et tout recommencer juste pour ça. J'aurais dû mettre une minuscule ici, comme quoi je ne me suis pas assez relu. C'est mal. Donc la réponse toute simple, hein, la imagen se sitúa en Perú. Vous réutilisez la question, hein, le verbe ici et le sujet sont inversés, donc vous les remettez dans le sens habituel en espagnol. Vous avez un verbe pronominal avec un pronom réfléchi ici, et vous rajoutez la réponse en vous aidant de la carte. Ensuite, en qué ciudad se sitúa la imagen? Faites attention à la prononciation des consonnes finales, ciudad, et le N de imagen. Réponse possible, ce n'est pas la seule réponse, vous avez peut-être trouvé autre chose et votre réponse sera juste. Je propose comme réponse, esta ciudad se llama Lima y es la capitale de Perú. Alors certains d'entre vous ont peut-être trouvé cette réponse un peu longue. Certains d'entre vous ont peut-être répondu, la imagen se sitúa en Lima. C'est-à-dire que vous avez réutilisé cette partie-là de la réponse précédente et vous avez mis Lima à la place de Pérou. C'est bien parce que c'est juste, c'est correct. S'il n'y a pas de faute, tant mieux. La imagen se sitúa en Lima. Le seul problème qu'il va y avoir, c'est que c'est un petit peu répétitif. Si c'est juste, vous avez fait le minimum pour ne pas faire d'erreur. Par contre, c'est un petit peu dommage parce que ça ferait une réponse un petit peu pauvre. C'est la même qu'ici, ça fait une répétition. Là, je me suis débrouillé pour obtenir une phrase qui soit différente de la précédente et en même temps qui apporte des informations supplémentaires qui ne m'ont pas été forcément demandées, mais qui précisent quand même le sujet. Je ne suis pas hors sujet en disant « est-ce la capitale des Pérou ?» J'apporte une précision supplémentaire. C'est-à-dire que si vous regardez bien, j'ai mis en couleur ici tout ce qui vous permet d'enrichir une phrase et de surprendre agréablement le professeur qui vous corrige. En orange, j'ai mis ici esta ciudad, qui démontre que vous êtes capable d'utiliser un démonstratif, cette ville. Vous avez utilisé un autre verbe que le verbe situarse, ce qui démontre que vous avez du vocabulaire. En même temps, c'est pas trop difficile, c'est gamin. Vous avez utilisé un verbe pronominal avec un pronom réfléchi, très bien. Et vous avez rajouté une information supplémentaire qui n'est pas très compliqué à faire comme phrase. Est la capitale des Pérou? C'est la capitale du Pérou. Ça ressemble beaucoup à du français. Et vous avez lié les deux phrases par cette conjonction de coordination ici. D'accord? Et vous avez une phrase beaucoup plus riche que la simple répétition de la précédente. Encore une fois, si vous avez dit la imagen, si vous avez écrit la imagen se sitúa en Lima, c'est correct, tout va bien. Ensuite, ¿qué representa la imagen? Lo que pasa es que un muro separa dos barrios de la ciudad de Lima. Alors là, on a de la phrase de plus en plus longue, d'accord? Mais en même temps, j'ai fait un petit peu exprès. Je vous ai expliqué, vous pouviez dire simplement la imagen representa dos barrios de Lima, ce qui était tout à fait bien. La imagen representa dos barrios de Lima. Si vous n'avez pas fait de faute, c'est tout à fait correct. Mais là,
ce que j'ai cherché à faire avec cette phrase-là, c'est à impressionner le professeur d'espagnol qui vous corrige. Bon, moi, c'est pas la peine parce que je vous connais, c'est moi qui vous ai donné le truc, ça marchera pas. Mais si, ça marchera quand même. Je serai très content que vous ayez suivi un de mes conseils. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait quelque chose que je vous ai conseillé très très souvent. Je suis allé dans mon cahier, enfin pas dans mon cahier, là c'était dans mon ordinateur, mais vous l'avez sur le cahier. Je suis allé regarder au mercredi 19 février du vocabulaire, des phrases pardon, que vous avez copiées, vous savez les fameuses phrases que vous aimez tellement qu'il faut apprendre pour la fois d'après. Et je suis allé piocher dans ces 3 phrases une expression qui me semblait intéressant d'utiliser, c'est-à-dire celle qui se trouve tout à fait en bas, lo que pasa es que, ici en bas. Et si vous vous rappelez bien, je vous ai toujours conseillé de vous faire un petit stock d'expressions qui permettent, comment dire, de dire exactement la même chose, mais avec une phrase un petit peu plus riche, un petit peu plus relevée, et qui donne à penser que vous avez du vocabulaire et des connaissances en grammaire. Donc, ce petit bout de phrase, cette expression qui se trouve ici, peut vous permettre de gagner des points, de monter dans l'estime du professeur qui vous corrige, simplement par l'utilisation de ce lo que pasa es que, ce qui se passe, c'est que. Vous pouvez pratiquement faire suivre n'importe quelle phrase après, ça marchera. Par contre, ne l'utilisez qu'une fois. Il faut quand même avoir appris par cœur un bon petit stock d'expressions que vous pourrez réutiliser régulièrement. Bien, on passe à la suite. Alors, voilà les questions que j'avais posées pour la fin. Alors, que separa el muro? Que sépare le mur? C'est-à-dire, le mur sépare quoi? Et je vous propose comme réponse, el muro separa el barrio pobre del barrio más rico. Là, sur cette phrase-là, on n'a rien fait d'exceptionnel, on s'est contenté de répondre. Quand vous faites un devoir écrit, il faut faire attention, il ne faut pas faire que des phrases qui attirent l'attention, qui soient risquées, qui soient grammaticalement un petit peu compliquées, qui soient du point de vue du lexique un petit peu, enfin très recherchées, parce que chaque fois que vous faites quelque chose comme ça un petit peu hors norme, vous prenez un risque, qu'il faut être sûr de vous. De temps en temps, pour ne pas perdre trop de points, vous pouvez aussi faire une phrase plus courante, plus normale, moins difficile. Donc celle-là me semble tout à fait correcte. Ensuite, como son las casas abajo, j'ai rajouté lo cierto es que las casas de abajo son pobres. J'aurais pu enlever le D ici, je l'ai rajouté. Les deux sont tout à fait possibles. Et vous voyez que votre phrase de base est toute simple. Las casas de abajo son pobres ou las casas abajo son pobres. C'est une phrase qui est tout à fait simple, mais j'ai rajouté lo cierto es que, qui veut dire ce qui est vrai, c'est que. Et là encore, c'est quelque chose que j'ai tiré des phrases que vous copiez en début d'année. Tiens, ben celle-là d'ailleurs c'était pour la rentrée des classes de janvier, puisque je vous souhaite une bonne année, Feliz Año Nuevo, et c'est une phrase qui est sortie du mardi 7 janvier 2020, et que vous retrouvez ici, là, d'accord ? Ça fait partie de ce stock de phrases, d'expressions, de vocabulaire que je vous conseille de vous constituer, cette petite réserve, pour pouvoir le replacer de temps en temps. En général, je vous conseille de mettre un petit signe particulier dans la marge pour les retrouver plus vite. Comme ça, vous êtes plus efficace quand vous avez le droit de faire un travail avec votre cahier ou quand vous travaillez à la maison. Pero lo cierto es que, mais ce qui est vrai, c'est que, peut être suivi d'une phrase toute simple et ça lui donne quand même un certain relief. Alors moi j'ai enlevé ici le pero qui veut dire mais parce que cette phrase-là ne marque pas d'opposition avec la phrase précédente. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Comment sont las casas en el fondo? Comment sont les maisons au fond? Réponse possible, no se ven bien, es probable que sean más ricas. Alors là, j'ai rajouté quelque chose qu'on n'a pas vu d'habitude. No se ven bien, on ne les voit pas bien. C'est une des traductions de on. Si vous vous souvenez bien, quand vous voulez traduire on, vous mettez le pronom réfléchi, la troisième personne, et vous obtenez un équivalent de on. Et quoi d'autre?
Ben, regardez ce que j'ai mis en orange et en rouge. Alors ça, c'est la même chose, hein, ça fait partie des conseils que je vous ai déjà donnés. Là, il faut vous reporter à la leçon sur le subjonctif. Je vous ai toujours recommandé de connaître 3 ou 4 expressions espagnoles qui déclenchent l'utilisation du subjonctif. Et là, nous en avons une. Nous avons es probable que, qui déclenche l'utilisation du subjonctif qui se trouve ici. Alors attention, subjonctif, il y a quelques verbes irréguliers, le verbe ser en fait partie, il faut les connaître par cœur. C'est indispensable de ce point de vue-là. Un présent du subjonctif irrégulier. Je vous rappelle également que je vous avais particulièrement conseillé de connaître cette expression-là, parce que ça c'est le jackpot à l'infini pour ce qui est du subjonctif. Vous pouvez remplacer cet adjectif-là par n'importe quel autre adjectif et vous aurez une expression déclenchant l'utilisation du subjonctif. Et vous donnerez l'impression de varier, de maîtriser plusieurs expressions déclenchant l'utilisation du subjonctif. Alors dans la phrase ici, ça n'irait pas, mais vous pourriez dire es interesante que, es cómico que, es triste que, et vous aurez un subjonctif après. Donc pensez bien aussi à ce subjonctif-là qui va vous permettre, grâce à quelques expressions, la connaissance des conjugaisons et de quelques irréguliers importants. Ça vous permettra de briller face à une correction à un professeur d'espagnol. Dernière question, ¿cómo son las calles? Yo no diría que son calles porque no hay aceras ni asfalto. Bon, même chose, hein, vous voyez que j'ai essayé de travailler ici un petit peu sur l'originalité. Vous pourriez répondre las calles son pobres, son tristes, son sucias, sales. Moi, je vous propose quelque chose d'un petit peu plus long et j'ai mis en orange tout ce qui enrichit vos phrases et qui peuvent les enrichir facilement. J'ai marqué, moi, je ne dirais pas que ce sont des rues parce qu'il n'y a ni trottoir, ni goudron. Oui, effectivement, si vous regardez bien, vous avez uniquement de la terre, même probablement du sable, puisque c'est une région qui est très désertique. C'est vraiment, il n'y a aucun aménagement. Simplement, ils ont posé les maisons dessus. Yo no diría que signifie moi je ne dirais pas que, ce qui vous permet de nier quelque chose avec prudence. Si vous voulez affirmer avec prudence, à ce moment-là, vous supprimez le no. Et ça vous donne yo diría que, plus une phrase affirmative. Je vous ai rajouté aussi cette négation ici quand vous faites une énumération négative. No hay aceras ni asfalto. Il n'y a pas de trottoir ni de goudron. Donc voilà pour ceci. J'ai fait vraiment dans l'originalité en disant que ce n'était pas des rues. Vous pouviez vous contenter de dire no hay aceras, no hay asfalto. C'est possible également. La réponse, l'information que vous apportez dans la réponse est la même. Simplement, le paquet cadeau, ici, vous met vous en valeur. Et ça peut être très intéressant quand on est évalué. Alors maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est une lecture dialoguée à voix haute de ces questions et de ces réponses. L'idéal, bien entendu, quand c'est possible, c'est de le faire avec quelqu'un d'autre. Éventuellement, vous pouvez le faire avec quelqu'un au téléphone, hein, un de vos camarades au téléphone. Un commence par faire les questions, vous répondez, toujours à voix haute, et l'autre fait les réponses ensuite et vous les questions. Enfin, le contraire, vous d'abord les questions et ensuite les réponses de la part de l'autre. Si vous travaillez à deux, ça sera peut-être pas mal parce que peut-être que l'autre détectera chez vous plus facilement certaines fautes et certaines erreurs. La priorité pour la lecture, c'est 1. Lire sans hésitation. 2. Lire sans faire de faute. À ces conditions-là, vous pouvez réussir. Bien entendu, si vous avez un doute sur la prononciation de certaines phrases, de certaines expressions, de certains mots, vous pouvez passer par Google Traduction. Normalement, j'aurais mis les questions et les réponses dans la description au-dessous de la vidéo.
Je vous rappelle que pour une fois, Google Traduction a un gros avantage, c'est que vous pouvez y coller un texte complet et Google Traduction vous fera la lecture complète de tout ça. Si vous êtes tout seul, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement utiliser Google Traduction pour vous poser la question, vous répétez la question et vous fonctionnez de cette façon-là. Vous pouvez répéter après Google Traduction. Bien. Et voilà notre photo de classe de la fin. Je vous ai mis ici, et je le mettrai normalement dans la vidéo en description, sous la vidéo, pardon, un petit reportage qui est assez intéressant sur, pareil, cette zone de mur qui sépare des quartiers riches et des quartiers pauvres au Pérou. Le reportage est assez long et il y a une longue partie au début qui se passe en voiture où le youtubeur prend contact avec quelqu'un qui va l'amener dans telle et telle zone. Mais avec le curseur en bas, vous allez rapidement, vous passez rapidement, et à partir du moment où dans la miniature qui apparaît au-dessus, vous voyez qu'il est sorti de la voiture, à ce moment-là, vous pouvez vous arrêter et regarder. Je vous conseille de regarder cette vidéo pour vous documenter et pour vous habituer, vous entraîner à entendre de l'espagnol. Et voilà pour cette vidéo, nous avons fini. On se retrouve pour la suite. Lundi 3e, mardi 4e, mercredi 5e, donc on se retrouve jeudi.